Merci à tous d'être venus. On a une plus grande salle cette année. Ça fait quelques années qu'on fait des conférences sur les thèmes de la communication. Donc il y a 4 ans maintenant, on avait fait une conférence sur le thème de... Ah, il y a un nouveau micro qui arrive, super. On avait fait une conférence sur le thème de la presse grand public et de leurs exigences pour pouvoir parler de jeux de société. C'était super intéressant. On avait enchaîné avec une conférence sur les nouveaux moyens de communication à travers YouTube notamment. On avait la chance d'avoir le passe-temps, que tu connais bien, Rachel. L'année dernière, on a parlé des influenceurs, notamment sur Instagram, et on avait la chance d'avoir 3 femmes qui nous avaient accompagnés. Alors c'est rigolo, hein, la présence des hommes et des femmes, puisqu'il y a 2 ans, on n'avait que des hommes, l'année dernière, on n'avait que des femmes, et cette année, nous n'avons que des femmes également, pour vous parler des community managers. Alors ce coup-ci, du côté des éditeurs, parce que très souvent, ceux qui font de l'Instagram, ceux qui font du YouTube, ceux qui font de la communication sur les jeux vont s'adresser du côté des éditeurs à des personnes que l'on ne connaît pas forcément et dont on ne connaît pas nécessairement non plus les objectifs. C'était l'occasion de faire le tour de la question et de revenir sur cet aspect des choses, puisque c'est un métier dont les spécialistes, ce sont nos invités ce soir, qui s'y connaissent très bien et qui ont des attentes, des exigences et qui ont une connaissance du métier que nous n'avons pas, nous, nécessairement, que moi, je n'ai pas. Donc, je suis très curieux de ce qui va se raconter pendant cette conférence. Et c'est plus qu'une conférence, c'est une table ronde, en fait. On va discuter ensemble, on va partager sur votre métier, sur vos connaissances du jeu de société et de la façon d'en parler. Et puis, on va échanger avec vous aussi, puisque dans la salle, nous avons Sylvain qui va se promener avec un micro et qui pourra le passer quand vous avez des questions. Donc il y aura des petits moments dans lesquels nous allons pouvoir répondre aux questions. Et donc cette année, nous avons 3 femmes. C'est pas un hasard de les avoir réunies ici, mais c'est pas parce que ce sont des femmes qu'elles sont réunies, c'est parce qu'elles sont très compétentes dans leur domaine respectif. Nous avons avec nous Cyrielle de Blue Orange. Bonjour Cyrielle. Tu parles juste dedans, normalement ça marche. Je parle juste dedans. Ah oui, effectivement. Bonjour tout le monde. Je dois me présenter ou... Oui, tu travailles chez Blue Orange depuis... Ça va faire 3 ans cet été. 3 ans. Ouais, déjà. Oui, du coup, je m'occupe en partie des réseaux sociaux, des relations presse, depuis peu de l'image de marque, de plein de choses chez Blue Orange. On va revenir dessus parce que tu as un regard qui est très très pointu sur la communication, parce que pas limité uniquement aux jeux de société, et c'est ça qui est très intéressant. Tu as une expérience qui est assez riche. Juste à côté de toi, il y a Lorraine qui travaille chez Yellow. Bonjour Lorraine. Oui, bonjour à tous. Moi je travaille chez Yellow en tant que chargée de com depuis 6 ans. Et c'est ça. Donc je fais... mon métier a un peu changé, mon rôle a un peu changé avec Yellow qui a augmenté. Donc j'ai eu des collègues qui sont arrivés et on a pu développer de nouvelles choses. Donc... je fais actuellement plutôt de la création de contenu pour Yellow. Et puis Lorraine, on connaît son visage parce qu'on la voit très régulièrement. On t'a beaucoup vu dans les vidéos de Yellow. Il y a eu plein d'étapes, plein de passages différents dans la façon de communiquer. Tu as été à la fois une influenceuse d'une certaine manière et en même temps l'interface avec laquelle beaucoup de personnes réagissent, agissent, discutent quand il s'agit de parler de jeux de société. Et juste à côté, nous avons Rachel, que tout le monde connaît aussi, puisque Rachel, tu as été pendant un certain temps vendeuse au passe-temps. L'une des influenceuses les plus connues dans le petit monde du jeu de société, mais aujourd'hui tu travailles chez Néoludis. Voilà, et du coup c'est la première correction que je dois refaire. Le titre de la conférence, c'est les community managers chez les éditeurs, et je travaille chez un distributeur. Mais du coup, je ne l'ai pas dit parce que ça fera une surprise et ça fera un autre prisme et une autre perspective, parce que mon métier, on en a discuté un tout petit peu avant, est clairement différent des autres. Et c'est la raison aussi pour laquelle tu es présente ici, c'est parce qu'on a justement des points de vue qui ne sont pas tout à fait les mêmes à chaque fois. Ce n'est pas les mêmes boîtes, hein. Yellow, Blue Orange, Néoludis, ce n'est pas le même rapport, mais c'est quand même des contraintes de communication qui ça se recoupe, hein. De toute manière, on va toucher les mêmes personnes. Je voudrais commencer par toi, Cyrielle. Oui, parce que tu as été aussi de l'autre côté, en fait. Là, tu es chez un éditeur. Tout à fait. Tu communiques avec beaucoup d'influenceurs, de personnes qui vont faire de la communication. Alors le terme d'influenceur, je sais qu'il ne fait pas plaisir forcément à tout le monde. J'aime pas ce mot. Non, mais en fait, tout le monde me dit qu'il n'aime pas ce mot. Mais justement, quel est votre retour par rapport à ce mot? Pourquoi tu l'aimes pas? En fait, j'aime pas ce mot parce que je trouve ça un peu vantard de dire qu'on influence des gens.
Je préfère créatrice de contenu, comme a dit Lorraine, où en fait, voilà, on vous crée du contenu, on vous présente des choses, mais on n'est pas à vous mettre un couteau sous la gorge pour dire ouais, il faut que tu l'achètes, tu vois. Donc l'influence, c'est un peu bizarre, mais c'est le mot que tout le public en fait connaît. Surtout maintenant parce que tout le milieu de l'influence, tout secteur confondu, a tellement évolué, tellement grossi. Enfin, c'est devenu des stars au même titre que des acteurs, que des chanteurs, ce genre de choses. Donc c'est le terme qui est plus connu par le grand public. Oui, c'est pour ça que j'utilise. C'est évidemment réducteur, ne vous attardez pas à ce mot-là, mais on va nécessairement l'utiliser un minimum. Ça regroupe des personnes qui sont complètement différentes. Et toi, tu as aussi un compte Instagram, indépendamment de Blue Orange, donc tu as une expertise particulière. Oui, alors en plus, le compte Instagram, il est lié à un blog que j'ai depuis que j'ai 16 ans. La moitié de ma vie, en gros. Et en gros, j'ai commencé ça en 2008. Et clairement, c'était les prémices de ce qu'on appelait les blogueuses mode à l'époque. Et en fait, c'est devenu de plus en plus connu. Et donc, moi, voilà, j'avais cette passion-là et j'avais cette envie de partager en fait avec d'autres. Les réseaux sociaux sont venus petit à petit. Il me semble que Facebook, c'est 2008 ou 2009, quelque chose comme ça. Instagram, c'est venu plus tard, 2014, 2015 à peu près, je ne sais plus exactement. Et du coup, en fait, les réseaux, c'est devenu un outil complémentaire de communication quand on a un blog ou une chaîne YouTube sur deux choses. Et après, maintenant, c'est carrément un métier pour certains. Et donc moi, voilà, effectivement, j'ai ça à côté. Alors, c'est pas mon métier, mais c'est ma passion à côté. Et effectivement, je me sers un peu de cette expérience-là pour, quand moi, je vais démarcher des influenceurs, pour en faire la bonne façon de leur communiquer et pas, je vais le dire de façon un peu familière, mais pas les prendre pour un panneau publicitaire, en fait. De trouver la bonne façon. Pourquoi je t'ai choisi? Parce que j'ai repéré ça dans ton profil, parce que ça m'intéresse, c'est en cohésion avec ce que nous on fait chez Blue Orange, sur les choses. Donc il y a ce côté-là. Et chez Blue Orange, je suis aidée de Mathilde, qui est une ancienne stagiaire, mais qui est revenue chez nous travailler. Et en fait, on a cette vision-là toutes les deux. Et on se partage cette mission-là, justement, d'aller contacter des influenceurs, que ce soit Instagram, YouTube, TikTok, qui ont des blogs, parce que moi, j'aime beaucoup le côté blog, j'aime beaucoup le côté écrit. Donc j'aime bien aller en chercher aussi, même si il y a une période où on dit que les blogs étaient un peu morts. Mais ça revient un petit peu aussi. Et du coup, voilà, je me sers de cette expérience un peu personnelle en disant, moi, comment j'aurais aimé être contactée par une entreprise ou par une marque. Et voilà, j'essaie d'être le plus naturel possible, le plus avenante, en fait. Et je crois que ça fonctionne bien. Je crois. Et donc, surtout, cette expérience-là t'amène à travailler aussi avec des gens qui ne sont pas forcément des influenceurs jeux de société, des journalistes ou des spécialistes de jeux de société. Tu travailles avec des gens d'horizons très variés. Et c'est la première question que j'ai envie de vous poser à toutes les trois aussi. C'est quels sont vos interlocuteurs privilégiés? Quels sont ceux que vous recherchez en particulier? C'est très large, hein, mais c'est volontaire. Allez, vas-y. Alors vous me regardez tous, mais c'est-à-dire que moi je fais pas beaucoup de presse. Nous on est plusieurs chez Hello, donc la personne qui s'occupe le plus de la presse, c'est pas moi. Mais bon, après j'ai des contacts avec certains interlocuteurs. C'est vrai que c'est simple, je trouve, de mon côté, de parler à des personnes qui sont spécialisées dans le jeu de société. On les connaît. Ils nous connaissent, donc c'est facile, mais des fois on a des petits challenges comme ça, on se lance des défis, enfin, en tout cas moi, de voir qu'il y a je sais pas, des créateurs de contenu dans des domaines totalement différents qui d'un coup vont parler d'un jeu de société ou qui vont montrer je sais pas, une story sur Insta, et donc ça attire forcément l'œil, et du coup j'en ai déjà contacté. Alors j'ai déjà eu plein de vent parce que ils voient pas forcément les messages, etc. Et puis des fois ça a marché, mais en tout cas là j'aimais bien les contacter et puis vraiment en mode me rendre compte que potentiellement ils n'ont aucune idée de ce que c'est que le monde du jeu de société, et donc faut le faire vraiment pour expliquer. Faut vraiment être très clair sur qui je suis, qu'est-ce qu'on peut t'apporter, qu'est-ce que c'est que le jeu de société. Toi, tu as aimé ce truc-là, mais en fait, il y en existe beaucoup, donc peut-être que ça peut t'intéresser. Et voilà, et parfois on a eu des réponses. Nous, on a aussi été démarchés par des gros influenceurs. Et le truc, c'est que ces gens-là ont des budgets, ont des habitudes de budget
qui sont bien loin des habitudes de budget du jeu de société. Et du coup, moi je trouve qu'il y a une limite très très vite chez les influenceurs très très grand public, lifestyle, comme on dit. Je suis tout à fait d'accord. Non, mais ta réponse, en fait, elle est similaire aussi à ce que je pense et ce qu'on vit au quotidien. Alors nous, c'est un peu particulier dans le sens où, depuis l'année dernière, on se positionne, on essaie de se dire qu'on est un peu la porte d'entrée dans le monde du jeu, parce que nos jeux, en fait, sont plutôt accessibles, et donc on va chercher du grand public. Donc en termes d'influenceurs, on va forcément sortir un petit peu du monde ludique volontairement. Alors nous, on a beaucoup travaillé, là, surtout à la période de Noël, avec... c'est un peu réducteur de dire des mamans blogueuses, mais vous allez comprendre de quoi je parle. Mais voilà, ces parents, alors, c'est souvent des mamans, effectivement, mais il y a des papas aussi, qui en fait vont faire des recommandations de jeux, de jouets, de livres, d'activités qu'ils font avec leurs enfants, qui vont parler à des gens qui les lisent, qui ont des enfants du même âge. Donc on a travaillé avec des profils comme ça. Donc effectivement, ceux-là, ils sont très loin des budgets que peuvent annoncer des influenceurs beaucoup plus connus. On a testé avec des gens beaucoup plus connus, alors pas les vraiment très très grands, mais au-delà du budget, on se rend compte très vite que plus la communauté est grande, mais moins la publication va être vue, en fait, dans le sens où ils sont tellement nombreux qu'il y a peut-être même pas la moitié, voire moins, qui voient vraiment les publications de cet influenceur en question. Du coup, c'est là qu'on se pose la question de est-ce qu'il faut investir auprès de quelqu'un qui a une énorme communauté, donc dépenser un budget pour qu'au final la publication ne soit pas vue. Là, tout est la question, quoi. Il va y avoir beaucoup de questions en fait qui vont aussi être laissées en suspens. On va parler des budgets. Je ne sais pas si on aura des réponses là-dessus, mais restez connectés. Non, on n'est pas en ligne. Restez dans la salle. On va aborder ces thèmes-là. On les garde pour plus tard quand même, puisque ça permet aux gens de rester éveillés. Rachel alors c'est là où ça va être rigolo, c'est que on parle donc de ce que je connais le vocabulaire, on parle de presse. Moi, quand je suis contacté par de la presse, je les renvoie vers nos éditeurs. Mais alors la distribution, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est le maillon entre les éditeurs et les boutiques. Et du coup, parfois, les gens de la presse nous contactent en pensant se dire tiens, j'ai accès à tout le catalogue. Oui, il y a accès à tout le catalogue, mais il n'y a pas de budget de communication, clairement. Mais comme je me considère réellement comme maillon, je ne ferme pas la porte. Martin pourra en témoigner récemment. Tu vois de quoi je parle, hein, ne fais pas l'air étonné. Donc je tiens à rester en maillon et à ne pas dire non, pas de budget de com'. Rentre chez toi. Je renvoie vers nos éditeurs et parfois je suis un maillon avec nos éditeurs. Ils me confient un problème de communication parce que tout le monde n'a pas l'importance de Blue Orange ou de Yellow. Et on réfléchit ensemble, parce que je pratique les réseaux sociaux, à trouver une solution et à leur faire des petites propositions. Et voilà. Je suis un maillon, mais pas le maillon faible. Oui, puis il y a un maillon important parce que le distributeur il a une connaissance aussi de tout le marché. C'est pour ça que moi je t'ai contacté à un moment sur un projet bien spécifique, mais on a besoin aussi d'avoir ce regard-là du distributeur qui sait aussi quel jeu mettre en avant. C'est une démarche particulière. La raison aussi pour laquelle je t'ai proposé de participer, c'est que tu as aussi comme mission de réfléchir à comment bien communiquer sur un jeu. Qu'est-ce qu'on fait pour bien communiquer sur un jeu chez Neoludi? C'est des questions qui se sont posées à un moment où évidemment, on le voit actuellement, il y a de plus en plus de jeux qui sortent, il y a de plus en plus de jeux qui arrivent dans les boutiques. C'est de plus en plus difficile de les faire connaître aux boutiques et donc aux personnes qui vont les acheter derrière. On a compris que vous vous adressez à des publics très différents parmi ceux qui vont parler des jeux, entre les mamans blogueuses, comme tu les as citées, Cyrielle, ou alors... Ne me tapez pas s'il y en a dans la salle, s'il vous plaît. La presse spécialisée, on a compris aussi, et c'est très important ce que vous nous avez dit, que la presse spécialisée, c'est relativement facile de parler avec eux et de communiquer avec eux. Et la question, elle est aussi très large, mais comment on fait pour bien parler d'un jeu? Comment vous pourriez résumer ça? Je peux commencer, je me sens inspiré. Alors, du coup, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Les gens qui me connaissent savent que je suis bavarde et que d'habitude, je n'ai pas cette voix éraillée. Moi, il n'y a pas longtemps, je travaillais dans une boutique de jeux, le passe-temps, et je suis arrivé quand je suis parti. Ça, c'est des raisons personnelles, ce n'est pas le sujet ici.
on a discuté avec Arnaud, mon patron, et on discutait simplement, c'était pas du tout un entretien. Et en fait, on parlait de la problématique des ludicaires. S'il y a des ludicaires, ils peuvent lever la main, comme ça, non, personne ne va se sentir concerné. Eh bien, sachez qu'un boutiquier, quand il regarde la liste des jeux qui vont sortir pour la semaine à venir, quand ils reçoivent la newsletter de Blue Orange, quand ils reçoivent la newsletter de Yellow, quand ils reçoivent la newsletter de tous nos éditeurs, ils se sentent réellement submergés. Il y a des semaines avec 20 à 30 sorties, et comment un ludicaire, sans empiéter sur son temps personnel, et là je vous parle d'une expérience qui est réellement pas si lointaine, comment je fais mon choix, comment je m'informe sans aller lire une règle du jeu, sans aller voir un influenceur qui essaye de me parler d'un jeu mais qui ne va pas me donner les informations qu'il me faut moi, ludicaire, quelqu'un qui va me donner les règles. Enfin, il y a tellement de supports, mais ça vous demande un nombre de clics, un nombre de recherches et un nombre de médias et d'outils différents. Et donc vraiment on est parti. J'ai accepté le poste que j'occupe maintenant, qui est un peu je suis un canif chez Néoludis, et je suis arrivé vraiment, ma seule ligne de conduite, c'est tu dois trouver une solution à cette problématique-là. Et du coup, j'ai fait un média qui est censé ne s'adresser qu'aux boutiques spécialisées, où j'ai dit, en tout cas chez Néoludis, qui regroupe donc plusieurs éditeurs, qui regroupent plein de Blue Orange, plein de Yellow, bon, pas forcément des choses, voilà, pas forcément que des choses aussi grandes, on a une trentaine d'éditeurs. On va tout regrouper dans un seul média et je vais parler. Ils n'auront qu'à cliquer sur Play, une vidéo sur YouTube, et ils auront toutes les informations de toutes nos sorties en un seul format. Et donc on diminue le nombre d'étapes et le nombre de moyens différents. Mais mon idée, c'était vraiment de m'adresser en un seul lien et leur donner toutes les informations dont j'espère c'est celles dont ils avaient besoin. Voilà la vision que j'ai eue et qui reste quand même de la communication. Mais... Oui, donc tu fais aussi de la communication en interne au sein de Néoludis, directement auprès de vos clients principaux qui sont les boutiques. Oui, voilà, c'est ça. Et je suis du B2B. une interface. Oui, voilà. Dans la théorie, je suis ça. Mais il y a des gens qui regardent quand même oui, parce que tes vidéos, elles sont accessibles à tout le monde. Alors, Oui, au début, on les a mis en privé. C'est ce qui s'est passé parce qu'on voulait vraiment faire que du B2B, mais ça demandait cette fameuse étape supplémentaire, ce fameux lien supplémentaire. Il fallait que je recheck ma boîte mail pour retrouver le lien. Donc, du coup, on est parti sur... Elle reste privée un certain temps et au moment de la sortie, elle devient publique. On reste sur cette question de savoir comment on communique bien sur un jeu, parce que c'est large, mais votre définition m'intéresse aussi à toutes les deux. Mais vous faites aussi des vidéos qui sont visibles publiquement. Alors, sur YouTube, je crois, Lorraine. Sur Twitch aussi, un petit peu ? Ouais, on est sur Twitch, on est sur YouTube. On fait des vidéos. On développe notre chaîne YouTube depuis 3 ans, je dirais, avec différents formats. Donc, on a des vidéos qu'on va tourner, monter, avec mon collègue Alex, qui est réalisateur. Donc, il permet de faire des choses super propres et super cool. Donc on a des formats très définis, assez courts. On a un format qui existe depuis 10 ans chez Yellow qui s'appelle la vidéo du vendredi et qui est juste les coulisses d'un éditeur de jeux de société. Là, c'est moi qui me colle au montage, donc on est moins sur quelque chose de propre, mais c'est du naturel et, et c'est la patte vidéo du vendredi. Et moi, je monte, contrairement à ce qu'ils faisaient avant que j'arrive, qui était de filmer un truc, prendre la carte SD et hop, la mettre directement sur YouTube, donc c'est déjà ça. Et on a des formats qui, en fait, sont les replays de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, une fois par semaine, on fait un live sur Twitch, qui est généralement une explication de jeu et une partie. Et je m'occupe de faire ce replay pour avoir ce contenu sur YouTube, pour que ça ait une vie au-delà de Twitch. L'avantage de Twitch, c'est que c'est facile, c'est rapide, on a de l'interaction, donc c'est cool sur le moment. Et puis cette vidéo, je l'utilise après sur YouTube et elle a un temps de vie plus long, elle est plus vue parce que sur Twitch on ne fait pas des millions de vues non plus, donc c'est le bon
compromis, qu'on a trouvé le bon rapport qualité-temps qu'on a trouvé pour avoir entre 2 et 3 nouvelles vidéos par semaine sur notre chaîne. Et là, vous voyez directement qu'il faut avoir un côté, tu le disais, un boîte à outils un peu canif, tu disais, Oui, canif. c'est ça? Je cherchais couteau suisse, c'est couteau Ouais, suisse que couteau je cherchais. suisse, ça marche mieux. Ça veut rien dire canif. Oui. Le Je canif, tue tout le monde. non, il en a qu'une de lame. Non, mais il faut faire du montage. Il faut être capable d'être présent devant la caméra, parce que toutes les deux, vous êtes présents devant la caméra. Tu l'es aussi, Cyrielle. Il faut être capable de gérer du graphisme. Vous faites du graphisme aussi un petit peu? Ouais, moi je fais du graphisme. Pour moi, pour faire de la communication, c'est important d'être assez autonome sur pas mal de choses. Parce qu'en fait, si on doit toujours avoir quelqu'un qui... parce qu'avoir des idées, ça c'est déjà le premier truc. Quand tu fais de la com, tu as des idées. Si tu n'as pas d'idées, c'est mort. Tu as des idées, ok. Si tu as besoin de plusieurs personnes pour pouvoir concrétiser ces idées, c'est possible, mais ça va être tout de suite plus handicapant. Surtout que il va y avoir un brief à faire, il va y avoir une vision à donner, et puis en plus les graphistes ils sont trop propres, ils font trop un bon boulot. C'est-à-dire que on est sur les réseaux sociaux, des fois on a envie de spontanéité, et des fois on n'a pas envie d'un truc propre en fait, on n'a pas envie d'un truc. C'est sale. Non mais alors ça n'empêche pas qu'on peut faire des choses très belles parce que avec les années et puis avec les études de communication en fait on a des compétences en graphisme qui nous permettent de faire des choses quand même officielles. Mais je veux dire, par exemple, quand moi je fais une miniature YouTube, si je le montre à mes graphistes, ils vont me dire, ils feraient carrément différemment. Mais on est sur des contenus qui vont parler à des personnes et qui vont répondre à certains critères. Sur YouTube, quand on regarde les miniatures, il y a des codes, quoi. Et si les graphistes, ils n'ont pas les codes, parce qu'en fait, ils sont la plupart du temps, nos graphistes, sur des règles de jeu, tac, super propre, avec l'écriture bien mise, etc. En fait, c'est difficile pour eux. Et donc, le fait d'être autonome, ça permet d'aller vite. Et c'est ce qui est nécessaire aussi en com. Parce que moi, les graphistes chez nous, par exemple, si je ne leur fais pas un brief et que je ne leur donne pas 2 semaines, ils vont me dire qu'ils n'ont pas forcément le temps de mettre ça en priorité. Et en fait, moi, j'ai absolument pas de visibilité sur qu'est-ce que je vais poster dans 2 semaines. Donc, c'est un gros point, je trouve. L'autonomie, c'est hyper important. Et des fois, c'est du bricolage et c'est pas grave, en fait. Oui, il faut être un peu touche à tout. Donc avoir des idées, tu l'as dit, c'est absolument essentiel. Et c'est un métier qui est passionnant pour ça aussi, cette capacité à trouver des choses. J'ai juste envie de dire, je suis le couteau suisse, toi, tu es le bricolage, donc tu es le marteau. Cyrielle, qu'est-ce que tu J'ai hâte de savoir ce que je suis, moi, du coup. On t'écoute, Cyrielle. En fait, encore une fois, je me retrouve dans les paroles de Lorraine. Effectivement, alors chez nous, c'est pareil. En fait, on a une équipe à la créa aussi, avec 2 graphistes. On a une vidéaste que vous connaissez, Ségolène, que vous avez déjà sûrement vue. Donc, du coup, il y a des choses qui passent par eux. Certains visuels et tout ça. Et il y a des choses qu'on va faire moi aussi, nous, il y a des choses qui passent par eux, évidemment. Mais comme tu dis justement, quand on a envie de plus de spontanéité, réagir sur l'actualité, pouvoir là poster une story tout de suite, on va pas attendre de demander, de faire la demande, parce que effectivement ils sont occupés sur d'autres sujets. Donc, tu l'as très bien dit, dans les études de com, à un moment donné, depuis quelques temps et encore maintenant, il y a forcément un passage, c'est la PAO. Tout ce qui est vraiment travail sur la fameuse suite Adobe que tout le monde adore, pour pouvoir justement être autonome. Et puis nous, chez Blue Orange, ça nous permet de créer des visuels assez rapidement quand on a besoin de choses. Et puis quand on veut des choses beaucoup plus travaillées, comme par exemple sur nos stands, nous, par exemple, toutes nos décorations murales, nos bâches, nos nappes, ce genre de choses, là, ça va être l'équipe créa, c'est normal, puisqu'il y a des conditions particulières. Moi, je ne suis pas une pro du print. Il y a des conditions que je ne connais pas pour travailler le print. Par contre, le digital, oui. Donc on travaille tous les deux. Et on a effectivement quelqu'un en vidéo parce qu'on se développe sur ce format-là, justement. Nous aussi, on est sur Twitch depuis 1 an. On est plus... je vais pas dire en retard, c'est pas le bon mot, mais on a pris notre temps d'aller sur ce nouveau média qui est quand même assez particulier. Il y a des codes qu'il faut pouvoir appréhender. On a un rythme qui est plutôt de 1 fois par mois.
c'est notre format BO News, que tu connais bien parce que tu es déjà venu. Et du coup, voilà, c'est une autre façon de communiquer. Et là, on se rapproche de notre communauté, justement. Donc, c'est ça qui est chouette aussi. Oui, alors vous développez des vidéos vous-même, Oui. donc toutes. Les vidéos Twitch, quand c'est un éditeur lui-même qui les fait, en termes de vues et en termes d'impact, ça ne fait pas forcément des vues qui sont extraordinaires. Mais ça s'adresse à un public qui est spécifique, donc qui est essentiel, on l'a bien compris, puisque vous parlez directement à vos clients, à vos éditeurs. Ça prend beaucoup de temps aussi dans votre semaine, ce petit travail-là. J'ai une question sur l'organisation du temps dans votre semaine. Comment vous vous répartissez? Ça ressemble à quoi une journée, alors une journée, une semaine, comme vous voulez, Tu veux commencer, Rachel? Oui, parce que j'ai mis du temps, justement, parce que ça fait que 4 mois que j'ai ce poste-là. Et au début, c'était un peu au tout venant. La pile, c'est la FIFO, first in, first out. Mais maintenant, j'ai commencé à m'organiser et à voir le temps qu'il me fallait, parce que pareil, je vous l'ai dit, 0 budget com. Ça va, j'ai un salaire à la fin du mois. C'est moi qui fais tout, c'est moi qui découvre le jeu et toutes ses subtilités. J'ai l'impression de faire un travail journalistique quand je fais ça, et c'est important pour moi de le dire. D'avoir le salaire, ça. Oui, oui. Pour moi, c'est génial de pouvoir me dire que je suis payé à produire ce contenu-là, parce qu'on sait que les médias souffrent de ce manque de revenus. Et donc voilà, je joue au jeu, je le découvre, je conceptualise, et j'appelle ça écrire un script, mais il n'y a rien qui est écrit, je réfléchis à une sorte de plan dans ma tête, ça paraît rien, mais c'est une réflexion de il faut penser à dire ça, il faut penser à dire ça. Mais j'ai cette problématique-là, comment je l'aborde, un peu comme si vous faisiez un brouillon en français au lycée. Ensuite, je tourne la vidéo, et pour en obtenir 20 minutes, je passe 3 heures à parler devant une caméra, à me dire non, là, avant de parler, tu as léché ta langue et à taper dans mes mains parce que, ça y est, je l'ai dit de la bonne manière. Et à faire ça de chez moi, dans Du coup, la tu chambre. filmes toi-même, tu appuies toi-même sur le bouton, etc. Oui, et c'est pas facile comme travail. Par exemple, à chaque fois parce que je monte aussi ces vidéos-là, il y a ce moment où je vais appuyer sur le bouton et où je repasse devant la caméra. Et donc, j'ai droit à mon gros plan, moi, de profil qui passe devant la caméra. À chaque fois, ça me met en horreur quand je la vois au montage. Se revoir et s'entendre, il faut l'accepter. Ouais. Et donc voilà, tout ça, en fait, maintenant, on fait plus que des sorties toutes les 2 semaines. Ça a permis de me dire qu'en fait, tout ce travail-là, qui paraît rien, pour, 5-6 jeux, ça me prend 1 semaine. Ça me prend ma petite semaine de 35 heures, ça me prend une petite semaine parce qu'il faut écrire la description, il faut faire les petites publications qui sont pas terribles sur les réseaux Instagram et Facebook parce qu'en fait, ils ont tout le contenu qui est là. C'est juste un visuel rapide et c'est ma dernière étape que je bâcle un petit peu. Il me faut 1 semaine sur 2. 1 semaine sur 2 sur ça, et pour tout le reste, c'est le couteau suisse et c'est plus du tout de la com parce que je ne fais pas que de la com. Oui. Donc il me faut 1 semaine sur 2, ça va. Je pourrais être à mi-temps. Patron, je peux être à mi-temps? Je ne sais pas s'il a eu le temps de venir me voir. Non. Cyrielle, est-ce que tu as des semaines qui sont bien rodées? Tu vois bien ton emploi du temps? Alors non, non, les journées déjà se ressemblent pas, alors les semaines se ressemblent pas non plus du tout. Donc nous on a un rythme de publication, de sortie de jeu. Idéalement, ce serait 1 par mois. Des fois ça bouge un petit peu. Du coup, notre système, c'est de prévoir un plan de communication par jeu. Donc on prévoit ça au moins 2, 3, 4 mois des fois en amont. Oui. Ça commence par des ateliers créatifs où en fait on se réunit, l'équipe communication, plus quelqu'un de l'éditorial, plus quelqu'un des commerciaux, pour un peu travailler ensemble, le SWOT, la tagline, le vocabulaire, toutes les opérations de com qu'on pourrait faire. Donc on a besoin de quelqu'un du service éditorial, et c'est souvent Mathieu qui est là parce que c'est Monsieur Jeu, c'est celui qui connaît tout. Quelqu'un du service commercial, c'est hyper important parce que lui, il a la vision business, clairement, et surtout, il a la vision internationale parce que nous, on communique dans les 2 langues, principalement sur Instagram. On a cette difficulté justement à savoir en fait si on devrait faire une communication uniquement française, parce qu'on a une communauté qui est francophone assez importante sur Facebook, mais sur Instagram, il y a de l'international. Du coup, il y a toute une histoire, puis c'est notre groupe avec Blue Orange USA et tout ça, donc il y a la petite confusion. Donc avoir quelqu'un des sales avec nous, c'est cette vision assez internationale en fait, comment le jeu va se vendre et tout ça, et récupérer des outils et des idées de communication qu'on peut transmettre à nos distributeurs dans chaque pays pour qu'eux aussi puissent être aidés sur la communication autour du jeu.
Et on fait pas mal de choses. Exemple, la scénographie de Discover que vous avez sur notre stand actuellement, on l'a fait pour Essen, donc Essen dernier. Donc c'est des photos qu'on a montrées à nos distributeurs. Et je ne sais plus dans quel pays, mais il y en a un qui a... je vois Lisa qui me dit oui, donc c'est que c'est bon. Il y a un des distributeurs, je ne sais plus dans quel pays. C'est Europe de l'Est, c'est sûr, mais je ne sais plus lequel, qui en fait a reproduit cette scénographie donc avec nos fichiers pour faire la promotion du jeu. C'était dans un centre commercial, il me semble. Mais du coup, c'est parce que ça lui a plu, l'idée, très grand public, très accessible. Du coup, voilà, c'est important d'avoir l'équipe sales avec nous. Donc, il y a cet atelier créa. Et puis, le plan de com déroule derrière avec des actions qu'on refait pour chaque jeu. Un teaser, une vidéo explicative. Moi, je m'occupe de rédiger un communiqué express pour chaque jeu. Les envois des exemplaires prêts, ce genre de choses. Et après, en fonction du jeu, on va avoir des petites actions supplémentaires qui vont aussi parfois être liées à des événements. Quand on va à Essen, il y a des choses qu'on fait différemment, une scénographie qui est particulière selon des jeux. Enfin, il y a tout plein de choses comme ça. Donc les semaines se ressemblent pas du tout. Et là, je parle vraiment que de ma partie communication, relations presse, mais il y a tous les autres trucs à côté. Donc clairement, mes semaines se ressemblent pas du tout. C'est un peu propre au monde du jeu de manière générale, j'ai l'impression, ça. C'est pareil pour toi ? Ouais, pareil, les semaines se ressemblent pas. Après, il y a des basiques qui reviennent un peu souvent. Après, moi, c'est vrai qu'on a une équipe qui est quand même assez conséquente, on va dire, à la com chez Yellow. Donc, on se répartit le travail, ce qui fait que moi, j'ai une partie du travail. Comment se passe une semaine? Alors, généralement, ça commence avec une réunion de com, où là, on va définir ce qu'on va faire cette semaine. Donc, on est vraiment dans la spontanéité. Alors même si parfois on a une idée de ce qu'on va faire pour tel jeu à un moment et on peut prévoir à l'avance, mais on a un planning de publication avec des choses comme ça. On en a une tous les lundis, plus la réunion d'équipe, plus plein de choses. Ça me parle. Non, on se tient vraiment à une petite réunion le lundi comme ça. Et du coup, là, on revoit vraiment ce qu'on va publier sur tous nos supports pendant toute la semaine. Que ce soit des articles écrits par mon collègue Olivier, que ce soit des posts simplement sur les réseaux sociaux, ou alors des vidéos ou des podcasts. Voilà, c'est vrai qu'on produit pas mal de choses, donc on voit qu'est-ce qu'on va faire cette semaine, quels sont les jeux qui vont bientôt sortir. Nous, on a des sorties toutes les 3 semaines, donc voilà, tel jeu, il va sortir bientôt, donc peut-être commencer à en parler, des choses comme ça. Et puis, regarder s'il n'y a pas des événements un peu importants, des petites choses sur lesquelles on pourrait s'appuyer. Les journées internationales. Les journées internationales ou des blagues. Faire des blagues, il y a souvent une personne dans l'équipe qui pense à une idée merveilleuse. Donc voilà, le lundi, c'est sûr. Et puis, mange mon cul. Par exemple... Alors, tu n'es pas vulgaire, attention, la référence, allez sur le compte de Yellow, les réseaux sociaux de Yellow, vous comprendrez. Et c'est par rapport à la cérémonie de l'Astor. Et puis après, moi, c'est vrai que je vais plus particulièrement faire de la création de contenu, donc je vais être amenée à rédiger des scripts, en effet, pour des vidéos. Si avec mon collègue Alex, on fait des vidéos montées, il y a des concepts avec vraiment des scripts que je vais écrire. Éventuellement, préparer le live qu'on va faire, donc apprendre les règles du jeu si je ne le connais pas déjà. Faire des photos si on a besoin de photos pour les réseaux sociaux ou pour nos sites, m'occuper des sites internet, les mettre à jour, faire des vidéos, les monter s'il y a besoin de les monter. Voilà. J'ai juste envie de dire, c'est marrant parce qu'en fait on a on a un travail très différent chacune, mais voilà, vous avez une équipe, plein de petites équipes. Moi, je me sens je me sens pas seule en vrai, mais dans mon travail, je me sens assez seule. Et du coup, je me sens assez libre aussi, mais je pense que vous vous sentez assez libre. Moi, quand je suis arrivée chez Yellow, à faire de la com digitale, il n'y avait que moi. Sinon, tous les autres, ils faisaient de l'événementiel, etc. Enfin, j'étais pas toute seule dans l'équipe. Je fais l'événementiel aussi. J'imagine. Mais je comprends totalement ton truc de liberté, parce que,
En fait, oui, j'avais pas le temps de tout faire, mais c'est pas grave parce que je m'éclatais, parce que j'étais libre. Voilà. C'est quoi la phrase à la con là Non, c'est pas ça. Je pensais pas à YOLO, je pensais à seul, on va vite. Mais non, je sais plus ce que c'est, mais c'est une phrase à la con, mais en vrai, ça marche. Ah, c'est toi qui fais les blagues. Parfois, ouais, je peux être drôle. Je pense que nous, on est un peu un entre-deux. En fait, on est moins nombreux que vous, et on est plus nombreux que toi. Oui, du coup. Mais nous, par exemple, l'équipe créa, ils sont 4. À l'événementiel, elles sont 2. Nous, dans ce que j'appelle communication, donc ça englobe la rédaction, les presses, les réseaux sociaux, on est 2 aussi. Et en fait, on a quand même cette marge de liberté parce que on communique très bien, c'est normal à la communication, mais entre nous en fait. Et on a une ligne éditoriale, on a la mission, tout ce qui concerne Blue Orange qui est assez clair. Du coup, on a quand même cette marge de liberté en fait, et on se trompe pas. En fait, c'est pas grave de se tromper, mais du coup, voilà, nos publications, elles sont pertinentes dans la création, et on arrive très bien à faire des choses ensemble, même si on travaille des fois de son côté. C'est quand même cohérent en fait à la fin. Le résultat, il est quand même cohérent. Grâce aux réunions du lundi. Tout à fait, tout le lundi matin. Si je suis pas joignable le lundi matin, c'est pour ça. Des réunions, des brainstorming, qui est joignable des recherches le lundi d'idées. matin. Alors, on va parler, on va vous donner la parole aussi. N'hésitez pas à lever la main, en fait, parce que je ne vais pas forcément atteindre la fin, même si l'heure passe vite, en réalité. Si vous avez des questions qui sont pointues sur les domaines, sur ces domaines-là, si vous avez envie d'avoir des éclairages particuliers, n'hésitez pas. Je sais que ça peut partir dans des directions qui sont assez différentes. Il y a des mains qui se lèvent. C'est moi qui ai vu en prums. Ça fait courir Sylvain, du coup. Pas déconner. On a peu parlé de TikTok. Qu'est-ce que vous en pensez? Waouh, vaste question. Nous, on s'est lancé sur TikTok il y a 3 ans, 2 ans, 3 ans. 3 ans, je crois. Oui, c'est plus récent. On s'est un peu arrêté pendant 1 an parce qu'on n'avait plus d'idées, plus le temps, plus l'envie parce que les résultats n'étaient pas forcément là. Et puis là, on a une alternante depuis octobre, qui est à fond sur TikTok parce qu'elle est née en 2001. Parce qu'elle a l'âge, c'est ça. Voilà, c'est ça, ce qui est incroyable. Et du coup, elle nous le fait comprendre aussi qu'on est bien périmés, qu'on est des vieux schnocks. C'est pas grave. Et du coup, on s'est remis à TikTok avec Marine qui nous a rejoints. Mais TikTok, oui, c'est un monde. Il faut être né en 2001 pour l'appréhender, sans doute. Et ce qui est très frustrant sur TikTok, c'est que des fois, tu vas faire un truc et tu vas avoir des milliers de vues sans comprendre vraiment pourquoi. Et après, tu vas dire, ouais, j'ai un concept incroyable. Et tu vas avoir 300 vues et tu comprends pas. Et je vois bien sur le monde ludique, y a pas mal de personnes qui font du contenu. Il y en a un dans la salle, d'ailleurs. Oui, il y en a un dans la salle, j'y pensais. Donc toi, ça marche du tonnerre, ça marche super bien et c'est quali, donc c'est cool. Il y a des gens, ils font des trucs et ça marche bien et tu sais pas trop pourquoi. Et il y a des éditeurs comme Cocktail Game, je trouve, qui font du contenu super cool sur TikTok. Et ça m'énerve de voir à quel point, pourquoi les vues ne suivent pas. Donc je suis très agacée par TikTok. Nous, on a dû se lancer, je crois, il y a 1 an à peu près. Et en fait, on a tellement de choses similaires. Mais effectivement, en fait, toi aussi, tu as une alternante qui est née en 2001 ? Non, ça va. Alors, ma collègue Mathilde, ça va, elle est un peu plus âgée, donc je me sens moins vieille. Non, on a l'alternante au graphisme qui est toute jeune aussi. Mais TikTok, c'est vrai que c'est un réseau complètement à part, qui a ses propres codes. C'est énormément de temps en fait à investir. C'est pas comme des publications Facebook ou Instagram qu'on peut poster. Là, il y a tout un travail de filmage, de montage quand même. Et moi, je suis un peu perfectionniste, mais j'aime pas l'idée de poster un truc un peu à l'arrache. J'ai envie de faire un truc un peu propre justement, mais c'est pas forcément ce qui marche. Alors du coup, est-ce que l'investissement temps, on a vraiment envie de le faire si derrière ça suit pas? Mais après, il y en a plein qui se lancent. On en voit de plus en plus, vraiment du monde ludique.
Je me retourne vers lui. Du coup. Mais voilà, après nous, on a tellement déjà d'autres réseaux à gérer, d'autres contenus à produire. C'est intéressant d'y aller, mais voilà, un peu compliqué. C'est pas facile. Mais du coup, tu travailles avec des gens dont c'est la spécialité, qui font du TikTok. Vous avez des partenariats avec eux. On a travaillé justement. Je continue de me tourner. C'est moment ludique, c'est jamais je fais la promo au passage. Non, mais justement, en fait, c'était bien en fait d'aller justement chercher des personnes dont en fait c'est le boulot en fait, qui connaissent ces codes, qui savent comment en fait créer du contenu là-bas. Une que j'aime bien regarder qui poste aussi sur Instagram, c'est le grenier ludique. Oui. Parce qu'en fait, c'est les bons codes. Déjà parce que c'est sympa à regarder déjà. Et puis on voit que les codes ils sont compris en fait. Elle connaît les trends, Marine. Tout à fait. Sans rentrer dans la question précise des budgets, vous avez sur chaque jeu une somme qui est allouée à ce type de communication, ou alors c'est très variable? Oui, nous on en a une, c'est 0. Oui, ça on avait compris. C'est important de le rappeler. Non, c'est pas. En tout cas, chez nous, c'est pas alloué par jeu pour un réseau en particulier. C'est au global sur l'année. Et après, ça se divise même en nouveautés et en best-seller. On a des budgets différents pour la communication. Ah, mais c'est pas par jeu, c'est le budget. Toi, tu as un budget communication sur les réseaux sociaux et tu choisis en fonction de. Budget communication sur toutes mes actions. Oui. Donc, je dis pas de bêtises parce qu'il y a mon patron là-bas. Mais oui. Non, mais du coup, nous, c'est un budget communication à l'année. Moi, j'en ai certains selon mes actions. Donc, ça concerne les réseaux sociaux, les relations presse et d'autres choses. Et puis après, on va réfléchir à ce qu'on veut faire, les contenus qu'on veut créer, avec qui on veut travailler, parce que c'est pas tout le temps les mêmes non plus, parce que les jeux sont pas les mêmes. Donc, on va chercher aussi des personnes qui vont parler de nos jeux, qui sont les plus adaptés, et aussi en fonction de la communauté que eux ils ont. Quand je parle de TikTok, si on a un jeu qui va justement un peu comme un taco par exemple, un petit jeu d'ambiance rapide à expliquer, tout ça, ça va bien fonctionner sur une plateforme comme ça. Des jeux initiés comme on a Make a Dream qui vient de sortir, je suis pas sûr que ce soit un jeu qui fonctionnerait sur TikTok, parce que le format est trop court, trop dynamique pour un jeu qui nécessite un petit peu d'explication. Donc c'est un peu une réflexion qu'il faut avoir un peu au cas par cas en fait. Et chez Yellow, est-ce que vous avez un budget qui s'adapte aussi en fonction des projets? Est-ce que ça peut s'adapter en fonction des demandes, des gens qui viennent vous voir en disant « moi je fais tel contenu » et là vous pouvez débloquer quelque chose si ça vous semble pertinent? Ouais, nous on n'a pas un budget particulier pour les jeux. Enfin, ça va être en effet un budget comme global. Après, évidemment, en fait, il y a certains jeux qui ont des tirages beaucoup plus importants que d'autres, donc ça serait un non-sens de dépenser un budget monstre pour un tout petit tirage, parce que ça serait dépenser tout le budget et le jeu ne nous rapporterait même pas autant que ce budget. Donc c'est comme ça qu'on va définir nos actions, évidemment, et puis nos choix. Et en effet, ce qui est intéressant dans les jeux de société, c'est que ça intéresse plein de monde. Et ce qui fait que on n'a pas forcément... Alors c'est cool de démarcher certaines personnes, mais l'avantage c'est qu'on n'a pas à démarcher pour avoir déjà des propositions. Donc il y a certaines personnes qui viennent nous voir avec... En nous proposant des choses, et là c'est cool pour nous aussi parce qu'on peut étudier la chose. Et c'est vrai que personnellement j'aime beaucoup travailler avec des personnes sur des concepts parce que eux ont eu une idée, et de voir après ce qu'on peut faire pour les soutenir potentiellement financièrement carrément. Donc faut pas hésiter à venir vous voir. Non, faut pas hésiter. En fait c'est trop cool quand quelqu'un a adoré un de nos jeux et qui nous dit j'aimerais trop faire une vidéo, vas-y, on peut pas faire un concept? On a fait un concept toutes les deux. J'ai fait une vidéo pour Last Message. Donc, c'est ça. Enfin, avec typiquement, c'est vrai que le passe-temps, régulièrement, ils nous disent on a adoré ce tel titre. Est-ce que ça vous dit de rentrer dans tel format? Parfois, ça va être des formats qui existent régulièrement dans leur chaîne. Et puis parfois, ça va être des vidéos un peu exceptionnelles. Un peu, par exemple, il y a un Two Room and a Boom qui a été joué. J'y suis. Ouais, je sais. C'est un jeu qui nécessite énormément de joueurs, donc c'est à rentrer dans aucun format du passant. Et donc toutes ces propositions sont hyper intéressantes parce que si la personne a aimé le jeu,
c'est trop cool qu'elle puisse en parler et c'est trop cool qu'on puisse le soutenir dans une démarche sympa parce que souvent ça va être des bonnes idées et c'est d'autant plus agréable que de forcer à quelqu'un que de forcer quelqu'un Oui, à... j'ai un jeu expert. Est-ce que tu peux Oui, en c'est parler, ça. s'il te plaît? Oui, on fait pas ça. On Oui, force pas les vous gens. cherchez aussi de l'authenticité. On avait une autre question. Bonjour. En fait, j'ai 2 questions du coup. Avec votre expérience de community manager, quels sont les plus gros succès que vous avez eus et la recette que vous avez mise en place pour cela? Et la deuxième question, ce sera après. Ah si, un succès où on n'a pas compris, mais on est quand même content. Bah, c'est sur TikTok, justement. On a fait une toute petite vidéo pour montrer Volto, qui était un jeu à Oui, deux. c'est vrai, j'ai vu que vous aviez des vues de ouf. Et on a passé les 70 000 vues, on n'a pas compris. En Mais fait, c'est un peu, c'était pas vraiment programmé. C'est une petite vidéo. En fait, on voit juste la boîte en fond, le matériel, on déplace un pion, littéralement. Mais c'est sorti le jour, Journée internationale des échecs, musique du jeu de la dame sur Netflix. Bam, 2-3 petits trucs. Combo. Voilà. Et en Parfait. fait, on s'est dit, ah ouais, en fait, nous qui pensions qu'il fallait justement scripter, faire des trucs très propres et tout, bah là, en fait, c'est juste montrer un peu le matériel au bon moment. Et puis, bah, en fait, ça a fonctionné. Donc, on est très fiers de ça, du coup. Mais vous avez une notion sur la conversion de... Parce que là, 70 000 vues, mais est-ce que vous savez si ça génère des ventes? Alors sur ça, ça va être très compliqué à savoir sur TikTok, surtout qu'en plus, sur cette vidéo-là particulièrement, je pense qu'on a beaucoup de vues à l'international, vraiment, parce que ce réseau, c'est ça. Rien que les commentaires, la majorité des commentaires, c'était des questions, mais pas en français. Donc ce serait très difficile derrière de savoir, et surtout sur celui-ci, en fait. Je pense qu'on peut peut-être plus voir sur des choses, des réseaux plus faciles à appréhender comme Facebook, ce genre de choses, mais TikTok, c'est tellement aléatoire que là, je ne pourrais pas dire. Un gros succès à citer? J'ai un gros succès en tête, mais je sais pas si je suis fière de ça, mais c'est pas grave, c'est celui que j'ai en tête. Mais un gros succès qu'on a eu l'année dernière sur une publication, c'était sur l'annonce qu'on avait faite pour dire que nous allions nous occuper de la version française de Bitoke. Et du coup, où on avait écrit « On ne changera rien ». Et évidemment, ça avait provoqué... voilà. Une hilarité générale, je et crois. ça c'est sorti d'une réunion du lundi. C'est ce que provoquent nos esprits dégénérés le lundi matin. Comment on annonce ça et comment on fait en sorte que ça intéresse les gens. En vrai, c'est quoi la question que les gens se posent? C'est pas qui va faire Bitoke, mais c'est quel sera le titre de ce jeu. C'était quand même ça la question que tout le monde se posait. La réponse c'était on ne changera rien. Et ça a fait rire les gens, ça a offusqué pas mal de personnes, ça a créé des commentaires, des tags, et ça nous a valu, vraiment, il y a eu énormément de visibilité. Voilà, ça a été jusqu'à ce que mon frère m'envoie une capture d'écran d'une discussion qu'il avait eue avec des potes, des amis à lui, lui ont envoyé un SMS pour lui dire... t'as vu ce jeu et son nom? Et il a dit oui, c'est ma petite sœur qui a fait ce truc. Enfin, pas le jeu, la publi. Et c'est ce que j'ai aimé avec cette publication, c'est qu'on peut en faire des running gags. Alors je suis désolé, moi je réponds pas à la question parce que je me sens pas pertinente pour répondre à la question. Et il y avait une deuxième question. Oui, du coup, pour le coup, là on est aux fiches de Cannes. Comment est-ce que vous voyez le community management sur un an par rapport à tout ce qui a été fait aussi, tout ce qu'on peut voir à l'entrée, les énormes bâches, etc. Et pour vous, c'est quoi l'avenir vraiment sur ce travail finalement? Quels sont les nouveaux leviers à actionner? Comment ça va se passer quoi pour vous? Voilà, grosse question. Moi j'ai envie de dire quelque chose parce qu'en fait, comme je me sens pas pertinente, j'ai envie de dire, il y a un truc qui m'émeut beaucoup dans cette conférence. C'est que c'est acquis pour vous qui êtes community manager que quand c'est pas vous qui faites, c'est un budget d'aller demander, d'aller proposer du format chez les autres. Et c'est quelque chose qui me fait plaisir parce que ça veut dire que cette question-là, l'an dernier, ça paraissait le futur de dans 10 ans et de se dire que c'était pas quelque chose d'acquis. Et j'ai l'impression que dans vos comportements professionnels, c'est quelque chose d'acquis. Voilà, j'ai juste envie de dire ça. Je sais pas comment répondre à ta question. En simplicité, hein, vraiment, mais plus...
Ouais, l'avenir en fait du jeu de société, vu que c'est en plein boom, quoi. Alors, Et attends, je vais peut-être compléter en vous demandant tout simplement si vous êtes satisfaite de ce que vous faites aujourd'hui ou si vous avez des frustrations. je veux les comptes certifiés sur les réseaux sociaux. Ah oui. Ah ouais, c'est horrible. C'est mon combat. Et on voit que ça change, ça. Maintenant, il faut payer à la fois sur Facebook, sur Instagram Oui, pour oui, avoir un oui, compte ils certifié. essaient de chercher de récupérer de l'argent partout où ils peuvent. Pour l'instant, c'est pas mis en place en plus. Mais ouais, la dernière fois qu'on a essayé d'obtenir la certif Twitter, on a notre compte qui a sauté. Et à l'époque, c'était mon collègue qui était en alternance, donc il était ultra flippé. Il a cru faire une énorme bêtise. Pendant 2 jours, on n'a pas eu de compte Twitter. C'était l'enfer. J'ai eu un compte suspendu aussi une fois. Et finalement, ça a réapparu sans certif. Non, mais c'est une galère, ça. En fait, on se dit que c'est un peu banal, mais non. Parce que du coup, c'est juste, aux yeux de tout le monde, c'est certifié que c'est nous. Quand on fait des concours à la période de Noël, le nombre de faux comptes qui se créent. Là, on avait fait un concours avec des reviewers sur Instagram, avec des jeux et des bières, que vous connaissez peut-être. Le nombre de faux comptes qu'il y a eu derrière. Faux Blue Orange qui contactaient les gens pour dire inscrivez-vous par-ci, par-là. D'avoir cette certification, ça éviterait ce genre de comportement. Les gens ne se te feraient pas avoir, en fait. Parce que moi, personnellement, bien sûr que ça m'embête. Des gens qui croient que @équipe Blue Orange les a contactés pour leur dire c'est toi qui as gagné et tout, donne-moi ta carte bleue. Non, du coup. Donc il y a des petites choses comme ça. Ne donnez pas votre carte bleue. Non, jamais. On ne demande pas les cartes bleues. Donc voilà, c'est des frustrations comme ça. Et après, sinon, moi je suis contente quand même de ce qu'on fait parce que c'est de mieux en mieux. Je suis arrivée il y a, je l'ai dit tout à l'heure, quasiment 3 ans. On a fait plein de choses, on s'est développé. On est à 2 à poster, publier, mais il y a des réflexions qui viennent de toute l'équipe et sur certains sujets de l'entreprise parce qu'on consulte aussi les autres services. Les réseaux sociaux, c'est des choses qui évoluent tellement vite. Donc effectivement, ces fameux futurs abonnements pour avoir une certif ou autre, en fait, on fait aussi comme on peut avec les évolutions qui nous sont imposées par les réseaux, par le comportement des gens qui sont dessus, les attentes, parce que clairement, ce qu'on attendait à la création d'Instagram et ce qu'on en faisait, c'est plus la même chose que maintenant. Donc il faut un peu vivre avec ça, et c'est ça la frustration, je trouve. Quelque chose à rajouter, Lorraine ? Je suis très heureuse. D'accord. Alors, une autre question dans la salle ? J'avais juste une petite question. Donc, je crois que tu voulais évoquer la partie budget. Moi, ça serait plus en termes de ratio par rapport à la presse traditionnelle, enfin les médias traditionnels, pardon. Est-ce que les réseaux sociaux sont venus effacer vraiment la partie médias traditionnels dans vos temps de travail et budget également ? Juste avant, en budget, normalement, dans la presse traditionnelle, il y a des budgets publicitaires, éventuellement. Mais sinon, sur les articles, c'est plus essayer de faire passer des informations. C'est pas forcément payant. Oui, c'est deux choses assez différentes. En effet, il y a des budgets qui sont alloués pour faire de la pub, dans un magazine, par exemple. Juste avant, c'est vous qui vous en occupez aussi de la pub ? Vous faites partie des choix ? Le budget est chez moi, mais c'est pas moi qui l'ai créé. D'accord. Ouais, ça va être. Alors les pubs, elles vont être briefées personnellement par ma collègue Marion. Ça va être réfléchi en équipe et validé en équipe, et ça va être conçu par un graphiste. Et le budget, ça sera la com. Et puis après, faire appel à des médias pour parler des jeux, c'est carrément différent parce que ça dépendra de lui ce qu'il veut. Et par exemple, si on envoie une boîte à quelqu'un, on n'attend pas forcément un retour positif de sa part. Oui. Alors que quand on définit qu'on va payer pour faire une pub, on fait une pub et c'est notre pub et il n'y a pas de Quand on envoie une boîte, on voit ce qui se passe après, on voit si la personne a envie de créer quelque chose avec ou pas. Et après, pour répondre à ta question. C'est difficile de répondre à ta question aussi dans le sens où moi j'ai été engagée par exemple pour faire de la communication sur les internets et du coup je ne saurais pas te dire si le budget a été remplacé parce qu'en fait les réseaux sociaux c'est arrivé il y a maintenant un moment et du coup je ne sais pas trop comment on aurait fait en fait s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais clairement c'est des outils tellement cool.
pour les entreprises, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir être autonome, indépendant, donner de l'information. Parce qu'en fait, moi, j'estime que mon métier, c'est de donner de l'info, c'est d'informer le grand public de la meilleure des manières. Alors des fois, ça va être, je vais donner juste un petit tweet parce que t'as pas le temps et machin. Et peut-être que une personne à côté aura 1 heure devant elle et va pouvoir regarder notre live Twitch et avoir énormément d'informations et puis pourra les partager après à d'autres personnes. C'est marrant parce que tu dis de l'information, mais j'ai l'impression que la communication, c'est un mélange d'information et de teasing, c'est de donner de l'envie. Il n'y a pas que de l'information. De pas tout dire, ouais. Oui. Moi, je dirais que c'est complémentaire, en fait. Après, je parle, moi, pour ma partie chez Blue Orange, parce que, justement, moi, j'ai un attrait spécifique pour la presse, justement, et je veux justement aller en chercher. Donc c'est pas forcément du pays, hein. Des fois c'est juste comme pour d'autres régions, c'est des envois de boîtes de jeux, pas tout le temps. Comme j'ai écrit des communiqués de presse pour chaque jeu, des fois ils se nourrissent uniquement des mots pour faire une petite chronique, l'insérer dans une page, ce genre de choses. J'ai vu quelqu'un de chez Bayard par exemple, là sur le Fige, parce que comme on est axé famille-enfant, moi j'ai envie d'aller chercher de la presse jeunesse justement. Donc j'accorde un peu une importance aussi pour ces médias-là, parce que c'est hyper important. Mais nous c'est propre à la mission qu'on se donne, en fait, d'être, ce que j'ai dit tout à l'heure, la porte d'entrée dans le monde du jeu. Et donc, on va chercher des plus jeunes, donc leurs parents, qui vont lire ces magazines plutôt famille, ou pour les enfants qui savent déjà lire des magazines pour enfants. Et on va aller les chercher là, en fait, avec du contenu. Et moi, je trouve que c'est complémentaire. Les réseaux sociaux, c'est hyper important. Je pense que, clairement, depuis le confinement, en fait, ça a encore plus explosé. Oui, je vous rappelle une super partie de votre vie, là. mais clairement, moi, je suis arrivée juste après chez Blue Orange. Je suis arrivée en juillet 2020. Donc, je connaissais déjà le monde des CM et tout ça. Et je l'ai bien vu dans les retours des personnes que j'ai pas pu croiser pendant 1 an parce qu'on pouvait pas, qu'effectivement, Facebook, Instagram, YouTube, c'est devenu des choses qui sont ancrées, qui sont devenues réguliers. Il y en a plein, je pense, qui ont ouvert des comptes. Là, si on reste dans le monde du jeu, qui ont ouvert des réseaux sociaux pour partager leur passion parce qu'ils avaient le temps et puis ils ont vu que ça a pris et tout ça. Et du coup, donc c'est très important, mais il ne faut pas négliger la presse, justement. Donc c'est complémentaire. C'est pas le même budget, hein, oui, c'est sûr. Mais moi, je fais beaucoup de choses avec la presse qui ne nécessitent pas forcément un budget, qui nécessitent d'avoir des contacts. C'est différent. Voilà, quand on réfléchit avec nos éditeurs à toucher la presse écrite, c'est un peu plus difficile et c'est effectivement des contacts. Il existe un autre format qui paraît étrange, qui est le public reportage. C'est malheureux, c'est payer pour acheter des colonnes et c'est une publicité écrite, mais ça ressemble à un article. Mais normalement, les encadrés, les colonnes sont différentes. Il y a tout un code. Et voilà, il y a des éditeurs qui travaillent souvent sur les pistes famille ou sur les trucs très grand public qui travaillent sur cette piste-là. Donc si, ça existe encore la presse écrite. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Alors, on aurait presque fait le tour du sujet. Une dernière là-bas. Juste avant, donc le temps que Sylvain amène le micro, comment vous gérez les nombreuses demandes de personnes qui veulent des boîtes ? Vous en occupez aussi ? Comment vous faites le tri parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont envie de communiquer sur les jeux et qui ont envie de demander des boîtes. Rachel ? Moi, c'est facile. Je ne vais pas dire 0, vous inquiétez pas cette fois-ci. Voilà, non, là, cette fois-ci, je suis pas... Comme je tiens très fortement à être un maillon, je ne vais pas dire non, on n'a pas de budget communication. Je vais regarder quand même le format. Vous êtes peut-être beaucoup plus sollicité pour ne pas le faire et de temps en temps dire j'ai pas le temps, ça fait la surcharge en trop. Je vais regarder le format et la personne qui fait du TikTok, on aurait aimé se rencontrer, mais on n'a pas pu se rencontrer. Ça y est, maintenant. La personne qui fait du TikTok du jeu, elle est là-bas. Et donc, je regarde ce que fait le format et justement, comme je suis le maillon, je lui donne les contacts de nos éditeurs où je pense que le contact peut fonctionner. Ouais, c'est vrai qu'on a énormément de demandes, parfois de personnes qui ont des minuscules comptes en nous disant qu'ils ont envie de se lancer et qu'ils ont besoin de boîtes pour se lancer. Alors, oui, ça a du sens.
Mais ouais, c'est très difficile à gérer parce que faut dire non beaucoup. Mais après, nous, on regarde. C'est-à-dire que, en effet, il est arrivé plein de fois qu'on envoie des boîtes, en effet, pour encourager des personnes qui nous semblaient avoir un truc en plus, un concept, un format intéressant qui n'existe pas, une plume ou je sais pas, sur Instagram, des très belles photos ou des posts vraiment qui nous retiennent l'attention, même si les likes ne sont pas encore là. Donc, faut vous demander. On en a fait. déjà. C'est pas parce que... Oui, il faut demander. Après, si vous n'avez rien à proposer, si vous n'avez rien d'original et si vous avez 3 abonnés sur les réseaux sociaux, c'est sûr que ça va être plus compliqué. Et plus on a de demandes, plus c'est compliqué aussi d'analyser correctement tout. Mais il nous est arrivé quand même de soutenir. En fait, on ne regarde pas que le nombre. C'est important, ça c'est certain. Il n'y a pas que mais il n'y a pas que ça. Et on dit non à des gros comptes régulièrement. Aussi parce que c'est des comptes qui se ressemblent tous, c'est des comptes qui ne font que des concours. Ça, moi, par exemple, je n'aime pas. Il y a beaucoup de comptes qui mangent à tous les râteliers, pour dire une expression. C'est des vitrines, en gros. Tous les posts, ils ont des vitrines, c'est quelque chose de sponsorisé, de offert. Dans la bio, c'est marqué « Je teste, c'est gratuit » et compagnie. C'est pas valorisant. Après, ils ont parfois énormément d'abonnés parce qu'en fait, c'est des comptes qui font beaucoup de concours et qui, du coup, génèrent des abonnés comme ça. Mais après, quand on regarde, il n'y a pas énormément de likes, etc. Enfin, donc, c'est une analyse qu'il faut faire. Donc oui, il y a certains créneaux qui nous intéressent pas. Et parfois, on trouve des gens qui sont pas encore ultra connus, mais qui ont quelque chose à proposer. Je pense qu'on faisait partie, par exemple, des premiers à avoir soutenu des personnes comme Tarsa TV et Penelope Gaming, parce qu'on était intéressés dans l'équipe par le format Twitch. On a regardé et on a vu que ce qu'elle faisait était trop cool. C'est toujours Jean que je vois sur les lives Twitch de Pénélope. Je vois pas Lorraine. Beaucoup Olivier aussi. Mais c'est un peu pareil, je répondis rapidement, mais c'est un peu la même chose. Effectivement, on a beaucoup de sollicitations. C'est jamais facile de dire non, puis c'est jamais agréable pour la personne. Ouais. Moi, du coup, avec mon passé de blogueuse, je m'en suis pris des noms aussi. Mais il faut trouver la bonne façon de leur expliquer. Et effectivement, des fois, on a des bonnes surprises, des gens qui ont des petites communautés, mais qui sont déjà humbles dans leur façon de demander. Oui, il y a aussi des demandes. Oui, voilà. Et en fait, on fait le tri aussi sur la façon en fait, de demander, sur les personnes qui sont insistantes et pas de façon très polie, des fois. Donc forcément, déjà, ça fait le tri. Mais voilà, on a le copier-coller. Ouais, et quand il n'y a pas mon prénom aussi en haut du mail aussi, par exemple, ça arrive. Mais en fait, c'est surtout la façon de demander. Si pas le bon éditeur. Ouais. Ah, oui. Ou qui nous demande des jeux qu'on n'a pas. Moi, j'ai déjà eu du SAV pour vous. Nous, on a des choses. Oui, on a tout. Mais voilà, la façon de demander, la personnalité de la personne, le projet. Moi, j'ai déjà envoyé des jeux à des personnes qui ont une petite chaîne YouTube. J'ai plus le nom, mais c'est un papa et son fils. Ils ont fait la vidéo. La vidéo est tellement mignonne. On sent l'implication de l'enfant qui est hyper content de tester le jeu, du papa derrière qui est trop content de partager ça avec son fils. C'est pas une grosse communauté, mais il y a eu vraiment... On voit la passion, en fait. Quoi. On regarde la vidéo, on se dit « Oh là là, c'est trop bien » et tout. Et voilà, on accompagne des gens qui vont commencer. Et puis par la suite, comme tu dis, comme Tarsa et Pénélope, ils vont... il faut donner la chance aussi à certains. Mais, oui, et puis moi, il m'est aussi arrivé de voir que la chaîne pouvait potentiellement être intéressante. Je parle de chaîne YouTube parce que souvent c'était ça, mais avec vraiment très 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 peu d'abonnés. En expliquant de façon la plus sympathique possible que non, c'est pas possible de soutenir toutes les chaînes qui existent, mais tout en donnant des conseils en fait. Moi, il m'est arrivé plein de fois de leur dire je pense que si tu fais ceci, cela, tu pourrais peut-être développer ta chaîne et puis on se revoit dans un an. Et il y a quelqu'un qui a bien augmenté sa chaîne depuis et qui vient me voir dès qu'il peut pour me dire merci pour tous ces conseils que tu m'as donnés. C'est trop chou parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose, mais au final qu'il ait eu une réponse de quelqu'un et qu'en plus elle soit riche, c'était bien. Donc on comprend qu'il ne faut pas hésiter à vous demander. C'est vrai que nous, par exemple, qui avons également une chaîne, on a toujours
mis un point d'honneur à rien demander. Et je me pose la question des fois de est-ce que c'est malin c'est de mieux. rien demander? Non, c'est pas malin. C'est pas Enfin, bien. personnellement, chez Yellow, c'est pas malin. Non, en fait, nous, on aime bien quand les gens montrent un intérêt, Oui. et c'est plus facile pour nous d'envoyer des jeux, même si on envoie des jeux parce qu'on se dit ah bah tiens, telle personne, ça serait vraiment son type de jeu. Clairement, nous, on n'envoie jamais le catalogue entier à des personnes parce que ça n'a aucun sens de faire ça. En fait, il vaut mieux trouver, cibler au J'allais dire mieux. le bon intermède. J'avais envie de Ouais, c'est terminer ça. ta phrase. Merci. Mais parfois, on va pas penser à envoyer c'est difficile parce qu'on a énormément de contacts. Donc c'est vrai que des fois, on pense pas envoyer à Martin ou à quelqu'un d'autre certaines boîtes qui auraient pu être intéressantes. Donc en vrai, faut pas hésiter. Ouais. On avait une question. Je crois que le micro est fatigué. C'est cassé. Ah ouais. Ah, on va t'écouter, on répétera la question. Ah, ça remarche. Ça remarche. Il s'était mis en veille. Économiste ta voix pour demain. Bonjour. Bonjour. Je voudrais élargir un petit peu la question sur l'impact. Bon, c'est une question un peu intéressée parce que moi-même je suis commercial et je vois pas toujours des fois le lien entre mon équipe marketing et ce que je fais au commerce. Vous avez parlé des sales tout à l'heure. Je serais un peu curieux de savoir comment vous travaillez avec eux, sachant que en tant qu'éditeur c'est un peu particulier parce que j'imagine que le but c'est pas, c'est pas non plus de piquer les ventes des boutiques de jeux. Oui, je sens que ça. Ah oui, J'ai envie de là, ça répondre m'intéresse. directement. Parce que C'est pour elle. dans mon travail couteau suisse, je vais y arriver. Les vidéos, j'aurais pu les penser un petit peu pour les commerciaux, mais je les ai pensées plus pour les ludicaires. Et chez Néoludis, donc distributeur, je répète, en mode, on était jusqu'à il n'y a pas longtemps, parce que ça va changer bientôt, on était 8. Et sur 8, on a en dehors du patron, de celui qui gère la logistique, et de moi, ce n'est que des commerciaux. Donc, il est important pour moi qu'il y ait une connaissance produit. Je veux que tout le monde ait la connaissance des produits de notre catalogue, que ce soit les ludicaires et les commerciaux. Et une fois par semaine, on a une visio avec nos commerciaux, une réunion que j'ai préparée avec des visuels, des points forts. C'est toi qui les formes? Et c'est moi qui les forme. Et c'est la connaissance produit, l'information, parce que moi je ne fais pas de teasing. En fait, ça va peut-être être la différence essentielle entre nous. Les commerciaux, je les forme. Juste petit complément, du coup, le rôle de ces commerciaux. Enfin, moi, par exemple, je sais que si je travaillerais dans une entreprise qui répond un peu plus aux produits, parce que je vends du logiciel, mais vendre des jeux, Oui. ce serait passionnant. Et je me demande, qu'est-ce qu'on attend d'un commerce? Bon, là, j'étends, je sais, sur un sujet bien. Ouais, t'étends moins la question, com, mais mais j'en discuterai longtemps. On va Voilà. inviter mon patron sur scène avec pour plaisir parler. avec toi, parce que longtemps, tu sais ce que j'ai dit en travaillant en tant que vendeuse dans une boutique de jeux, j'avais une vision terrible des commerciaux qui était que c'était... Il y a d'autres commerciaux dans la salle? Ça va faire mal. Oui, j'appelais ça des Si, secrétaires il y en a de un prise là-bas. de commande. Les commerciaux dans le monde du jeu, longtemps, pour moi, et encore, et je me bats pour que chez Néoludis, ça soit différent. Ce sont, et même quand je le leur dis à mes collègues qui sont charmants, de mes collègues préférés, il fait partie des commerciaux, mais le ratio, la chance était élevée. C'est encore, ils le prennent pas mal, ils comprennent ma vision des choses. C'est le gros de leur travail, c'est passer du temps au téléphone avec les boutiques. Mais maintenant qu'ils ont la connaissance produit, c'est mieux. Mais c'est réellement les informer, passer un petit coup de fil à sa boutique et lui dire j'ai ça. Mais tu es d'accord avec cette vision qui est un peu péjorative et Oui. grossière, mais parce que je suis un Oui, peu je vois ce vulgaire. que tu veux dire, ouais. Oui, bah ouais, les commerciaux, ils sont en lien avec énormément de boutiques et puis ils sont là pour répondre aux questions de leurs clients et puis à les tenir informés des nouveautés. Après, en vrai, je suis pas commerciale, donc je suis pas la mieux placée pour répondre, mais ouais, c'est ce que mes collègues font. commercial. Moi, justement, j'ai une fameuse réunion du lundi avec l'équipe commerciale, parce qu'ils sont 3 chez nous, mais plus la dimension internationale. En France, on a une société de distribution, c'est Tribio, et donc moi, je suis plus en contact avec les 3 commerciaux internationaux. Et en fait, pourquoi c'est important d'être en lien avec eux? Puisque, comme je disais, l'exemple de Discover tout à l'heure, toutes les opérations de com qu'on crée, qu'on réfléchit,
Notre volonté aussi maintenant, c'est d'essayer de les décliner pour que les distributeurs puissent les utiliser aussi dans la promotion. Là tu parles des de jeux. commerce international. Oui, bah oui, en fait, parce que moi, les commerciaux que j'ai à proximité, ils sont pas avec les boutiques directement, ils sont avec les distributeurs. Donc je me base sur ce que je connais en fait. Et voilà, donc c'est réfléchir à des actions de communication qui puissent après par la suite transmettre à leurs distributeurs, qui potentiellement, alors après là je vais très très loin, qui eux peut-être vont transmettre aux boutiques. Donc il y a vraiment une chaîne comme ça. Et parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur le côté nous, la communication nationale, internationale, faut qu'on réfléchisse un peu plus en international. Je le dis parce qu'il va pouvoir le valider, il est là-bas. C'est un des objectifs aussi de penser plus à l'international. D'où l'importance d'être en lien avec eux. Et nous, pardon, oui, tu voulais dire quelque chose. Et nous, on a en effet quelqu'un qui fait de la communication B2B, donc spécialisé dans la communication B2B, qui est dans le... Ouais, c'est un peu toi. Dans le service commercial chez Hello, auprès de nos commerciales qui travaillent en France et en Belgique, en l'occurrence, donc qui fait de la communication auprès des boutiques pour mieux les informer sur les produits, etc. Et on a de la communication B2B à l'international avec notre service export qui, lui, est composé de commerciaux à l'export, donc à l'international, avec des distributeurs comme Parler Céréales, et avec mon collègue qui est là, oui, Thibaut, il est tout en haut. qui fait de la com internationale, donc auprès des distributeurs et aussi en direct auprès des consommateurs. Donc on arrive à la fin de cette conférence. On a une toute dernière question. Voilà. Une dernière question. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir, par votre expérience, celle de vos équipes, vos alternants, vos stagiaires, si, être issu du monde du jeu de société rend le métier de community manager unique, ou si vous voyez un jour devenir communicant pour un tout autre secteur, comme la mode, ou que sais-je encore. Là, je peux vous répondre sur ça, parce qu'avant d'arriver chez Blue Orange, j'étais pas du tout joueuse. Je venais pas du tout du monde du jeu. Moi, je suis passée par un festival de musique, par un centre d'art contemporain, par un organisme de formation. Et c'était toujours des postes de community management ou de communication, ou de chargé de com. Et en fait, parce qu'avant, on disait chargé de com, community manager, le mot même, j'ai commencé à l'entendre vers 2014-2015. Donc c'est encore plutôt récent. Et en fait, c'est des comportements et des habitudes qu'on peut décaler en fait de secteur en secteur. Après, il faut juste apprendre les codes du secteur dans lequel on travaille. Donc moi, j'ai eu ma formation en jeu. Mais voilà, en fait, on peut le faire un peu partout. Il y a des gens qui le font en freelance sur plein de secteurs différents à la fois. Donc en fait, c'est juste des comportements et des actions à faire. Voilà. Ouais, moi j'étais community manager pour une banque avant de travailler chez Hello. Après j'étais joueuse aussi depuis toujours et donc l'opportunité de travailler pour un éditeur de jeux m'a semblé être la meilleure chose qui pouvait arriver dans ma vie pro. Mais en effet, j'ai des collègues qui n'étaient pas joueurs avant d'arriver chez Hello. Pour le coup, il y en a plein qui le deviennent et qui sont à fond et qui, du coup, réussissent à être de bons communicants. Et puis, ceux qui n'aiment pas les jeux, en fait, rarement, c'est rare qui s'intéressent pour nous rejoindre. Et ceux qui nous rejoignent et qui vraiment n'arrivent pas à accrocher avec les jeux, clairement, ils ne restent pas dans ce secteur parce qu'ils ne comprennent pas. Ne pas aimer ce sur quoi tu communiques, c'est quand même... Voilà, c'est très compliqué. C'est ça, ouais. Toi, tu es une joueuse, Rachel. Oui, même moi si je as suis. eu d'autres métiers avant. Voilà. Ouais. Moi, je suis une vendeuse depuis toujours. J'en parlais il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus à quelle occasion, mais c'était cette semaine. Je disais, j'ai été vendeuse toute ma vie. Et pour moi, la communication, c'est un moyen. C'est un mal nécessaire à la vente. C'est un outil supplémentaire. Donc pour moi, je fais de la vente depuis toujours. Mais depuis que je fais de la vente dans le jeu, que ce soit en magasin ou en B2C ou en B2B, voilà, pour moi, je fais de la vente. Je suis très fier quand je connais mon produit. Je connais le jeu, mais j'ai connu le slip aussi. Et je sais que la communication fait partie, mais pour moi, c'est plus de la vente. Merci à vous trois de nous avoir partagé ce que c'était que ce métier particulier de community manager. J'espère qu'on vous a éclairé un peu sur
les dessous de cette profession. Les dessous. Pas mal. Et merci à vous d'être venus, d'avoir assisté à cette conférence. On arrive donc à la fin. Il est 18h48, je ne sais pas à quelle heure ferme le festival. 19h, non ? Ouais, 19h. Donc Aïe, courons. on va vous libérer, mais n'hésitez pas à alpaguer nos invités du soir pour pouvoir leur demander des compléments d'information. Merci beaucoup.